au peuple non seulement nigérien, mais également au peuple de l'Alliance des États du Sahel et aux Africains de façon générale. Je profiterai de cette interview pour avoir une pensée pieuse envers nos martyrs. Les martyrs du terrorisme, le terrorisme qui n'est pas seulement celui que nous connaissons avec des armes sur les terrains qui tuent des militaires comme des civils, mais le terrorisme des organisations également et des États étrangers. Nous avons une pensée pieuse envers ces martyrs, qu'ils soient civils ou militaires. Les martyrs du Niger, le martyr de l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis Firdaus et qu'il leur accorde sa rahma. Pour répondre à votre question, il est important de rappeler, car comme dit le Coran, le rappel sauve l'âme. C'est quoi la CEDEAO? Ou c'était quoi la CEDEAO? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CEDEAO avait cessé d'exister. Malheureusement, peut-être que c'est la prise de conscience qui avait manqué pour faire face à l'évidence et prendre les décisions qui s'imposent ou qui s'imposaient. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO ou la CEDEAO entre parenthèses n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Et je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Créé le 28 mai 1975, j'ai dit bien le 28 mai 1975, oui. La CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme, entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, oui, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. J'ai fait exprès de finir par le Nigeria, entre autres. D'accord. Si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque, du Niger, c'était Sékou Touré, du Mali, c'était Moussa Traoré, du Burkina Faso, c'était Aboubacar Sangoulé Lamizana, du Togo, c'était Gnassingbé Eyadema, et du Bénin, c'était Mathieu Kérékou, oui. Et du Nigeria, c'est Yakubu Gowon. J'ai dit bien, oui. C'est Yakubu Gowon. D'accord. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs
d'États que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Locomotive, oui, tout à fait. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création, puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile, 4 ans après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques, c'était la France. Si les gens ont la mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Je disais, avant de répondre à votre question, il faut faire ce rappel, c'est très important. D'accord. La CEDEAO était pour les peuples à but purement économique. Il faut faire également un rappel pour que les gens comprennent ce qui se passe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. C'était la fin, ou la fin supposée de la guerre froide entre les 2 blocs que vous connaissez. 7 ou 8 mois après la chute du mur de Berlin, rappelez-vous de la rencontre de la Bolle, ce qu'on a appelé le fameux discours de la Bolle. C'était du 19 au 21 juin 1990, où Mitterrand rappelait aux Africains, 35 chefs d'État réunis, que ce n'est plus le fameux slogan « Amitié, coopération », c'est désormais la démocratie qui est source du développement pour vous, les pays africains, qui est source de prospérité pour vous, les pays africains. Mais si Mitterrand avait fait cette annonce, c'est parce que Mitterrand, à l'époque, avait cru avoir trouvé de nouveaux partenaires à travers les pays de l'Est, inavoué la balkanisation de nos maigres États. Il avait pour objectif de ressusciter les instincts que les supposées dictatures ont su contenir bon gré, mal gré. Et c'était l'objectif. Amener les États africains à ce qu'on avait appelé le multipartisme. Et vous vous rappelez, du 19 au 21 juin 1990, le discours de la Bolle devant 35 chefs d'État. Vous vous rappelez la succession de 90, fin 90 à 91, des multipartismes, des conférences nationales qui avaient cours dans tous les États pratiquement francophones. Nous nous sommes retrouvés avec des pays à moins de 10 millions d'habitants, mais avec plus de 200 partis. C'était l'objectif inavoué, fragiliser nos États. Cet objectif, Dieu merci, n'a pas été atteint. Les États, c'est vrai, malgré les multipartismes ou les partis nombreux, 100 à 200, ont su garder un certain équilibre, mais dans la misère
et la paupérisation la plus totale. Nous étions dans ce contexte quand l'objectif non atteint, rappelez-vous, en 1994, tous les pays utilisateurs du franc CFA se sont retrouvés avec 100% de dévaluation. C'est des événements, c'est des faits qu'il faut mettre en commun pour comprendre l'évolution de ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Donc par rapport à ça, j'ai pensé faire le rappel, remettre les choses dans leur contexte. Pour revenir à votre question, le 26 juillet, nous avons mis fin au régime qui exécutait à la lettre les vœux du maître. Nous avons dit que nous avons suffisamment fait pour le maître. Il est temps que nous fassions pour le bien de nos peuples. La France, toujours à son habitude, avait utilisé des pays africains, précisément certains pays de la CEDEAO, pour initier une agression, une guerre, pour soi-disant rétablir Bazoum au pouvoir. Les conséquences de ces actions sont connues. C'était le 30 juillet, la rencontre d'Abuja, où il a été décidé, 4 jours après le coup d'État, sans consultation aucune et contrairement aux règles de la CEDEAO, il a été question de mettre un embargo total au peuple nigérien. L'embargo, nous le connaissons, nous connaissons les conséquences, non pas que pour le peuple nigérien, mais pour l'ensemble des peuples de la CEDEAO, même si les gens ne veulent pas reconnaître cette évidence. Nous avons passé par toutes les phases pour que l'embargo soit levé, pour renouer le dialogue qui devait être la première étape qui correspond à l'un des principes de la CEDEAO. Vous avez vu les va-et-vient des délégations de la CEDEAO, des chefs traditionnels et de toute autre autorité pour renouer le dialogue. Les sacrifices que nous avons consentis, non seulement en termes de durée de la transition, en termes de chronogramme de la transition, même si certains l'ignorent, mais que eux, ceux qui étaient venus vers nous, au nom de la CEDEAO ou au nom de leur propre pays ou à leur propre initiative, savaient les sacrifices que nous avons consentis pour que cette souffrance à laquelle aujourd'hui, le 28 juillet, 2 jours après le coup d'État, j'avais ordonné de libérer la famille de Bazoum. C'est lui-même qui a demandé que sa famille reste avec lui et je l'ai dit lors de notre dernière rencontre. Nous avons accepté la durée de la transition et vous vous rappelez, le 8 décembre, 2 jours avant la rencontre du 10 décembre à Abuja, j'étais au Togo, à Lomé. Au cours de l'entretien avec son Excellence Faure, j'avais dit que le Niger est disposé à toute durée
qu'il juge être la durée qui permettra de lever l'embargo sur notre pays. Et vous vous rappelez, à l'issue de cette rencontre et avant cette rencontre, le président Macron était sorti 3 semaines avant pour dire que l'embargo contre le Niger ne sera pas levé tant que Bazoum sera otage de la junte. Pour nous, et dès lors, et je l'ai dit lors de notre entretien, puisque à l'issue de la rencontre, c'était la principale condition des États marionnettes de la CEDEAO. Libérer Bazoum ou rien. Vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria était parti à Londres pour le dire sur les ondes de la BBC que s'ils veulent qu'on lève l'embargo, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont pas d'autre choix que de libérer Bazoum. Mais je rappelle que Youssouf Tamatougan ne décide pas de la politique ou de la diplomatie du Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria et non du Niger. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO. Et il ne peut, avec le sens de la modestie, de la courtoisie, décider de ce qui doit être appliqué au peuple nigérien. Pour répondre exactement à votre question, Monsieur le Président. 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire, armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait dans le cadre de l'AES. Et la troisième et dernière raison est d'ordre économique, puisque c'était la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués en 2023. Pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé, il est temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à
l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les 3 raisons fondamentales qui nous ont conduit, les pays membres de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. D'accord. Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO, nos pays ont certainement anticipé les conséquences de cette décision, conséquences en termes de libre circulation des biens et des personnes, en termes de séjour de nos compatriotes de l'espace CEDEAO, en termes enfin économiques et politiques. Que pouvons-nous retenir? Vous savez, je l'ai dit, la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Oui. Nos États étaient-ils indépendants le 28 mai 1975 ou avant? Nos peuples existaient-ils ou avaient-ils commencé à exister avant 1975, oui ou non? Des millénaires. En termes de circulation des personnes, rappelez-vous, la majorité des États de la CEDEAO ont acquis leur indépendance en 1960. Oui. Mais de 1960 déjà à 1975, il y avait au moins 15 ans à prendre juste ce petit laps de temps. 15 ans que ces populations-là cohabitaient. Mais avant les indépendances, puisque les indépendances étaient les conséquences de la colonisation, avant la colonisation, les peuples africains vivaient ensemble. Pour prendre l'exemple du Nigeria, de Bornou jusqu'à Kébi, c'était les mêmes familles. Même ceux qui sont du sud, qui pensent être venus d'ailleurs, étaient au Niger il y a plus de 2000 ans. Il y a des traces. Donc c'est des peuples qui ont toujours évolué sans tenir compte des frontières, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Sachez que avant la pénétration coloniale, nous avons cessé même le mode de gestion des États sous forme d'empire ou de royaumes d'abord, ensuite des regroupements pour constituer des grands empires. Nous étions, pour le cas du Niger particulièrement, dans la gestion des États en tant que sultanat. Rappelez-vous qu'on parlait du sultanat de Bornou, du sultanat de Katsina, du sultanat du Gobir et de l'empire Peul de Sokoto, qui était un sultanat également, puisque Ousmane Nfodio est une figure de la religion islamique. C'est ce que les gens ignorent. Donc, nos peuples étaient brassés. Prenez le nord Bénin, c'était l'ancien empire Songhai. Nous ne sommes pas ignorants ou analphabètes de l'histoire. Ces peuples-là ont cohabité. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? 15. L'Afrique, c'est combien d'États? 54. N'y a-t-il pas de Nigériens dans les autres pays de l'Afrique? Comment est-ce qu'ils vivent? Ne se déplacent-ils pas? Ne trouvent-ils pas leur subsistance dans ces autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO? Bien sûr que oui. Et même parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ces pays les plus illustres, entre parenthèses, pour faire la guerre au Niger? Qui sont-ils?
c'est Tinubu du Nigeria, Oui. c'est Talon du Bénin, c'est Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal, jusqu'à un certain moment. Et je vous dirai pourquoi jusqu'à un certain moment. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et de biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce qu'eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Les peuples sont des peuples matures qui comprennent le sens de l'histoire parce qu'ils ont l'histoire en eux. Ils savent les relations qui avaient existé et qui existent entre eux et leurs frères de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan économique, et politique, oui. Quel était le taux d'échange entre les États de la CEDEAO? Vous me direz qu'il est marginal, inférieur à 4%. Pour les plus optimistes, on dit 5 à 6%. Dites-moi un seul pays de la CEDEAO qui n'importe pas le minimum qui est l'alimentation. Un seul État. Il suffit que l'Inde décide de ne plus permettre l'exportation du riz. Tous ces États de la CEDEAO se retrouvent à terre, en train de chercher comment, par quelle voie passer pour nourrir les peuples. Ce n'est pas une caractéristique propre aux États de l'Alliance du Sahel. Prenez un à un tous ces États zélés qui veulent nous faire la guerre et étudier leur économie pour voir la dépendance de cette dernière avec les autres organisations, mais ce n'était pas des organisations et ce ne sont pas des organisations de le cadre de la CEDEAO. Nous importons tous de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Pakistan, de la Turquie. Tous les biens, de façon générale, nous importons au sein des pays, non pas de la CEDEAO, mais d'autres structures. Puisque ce que je dis, le monde est un village planétaire. Ceci est une évidence que les pays de la CEDEAO le reconnaissent ou non. Pour ce qui est du domaine politique, rassurez-vous que à travers l'Alliance des États du Sahel, que les gens semblent mépriser, ridiculiser, jusqu'à considérer que c'est une alliance fantôme. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est une alliance fantôme? S'ils ne l'avaient pas vu, c'est une alliance, elle est physique. Et le physique, le réel, ne saurait être fantôme. Ce sont les fantômes qui voient les fantômes. Les humains voient les humains. Les humains peuvent à la limite voir les fantômes, mais ça, c'est Dieu qui décide. Mais rassurez-vous, dans le domaine politique, personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous, Tinubu veut avoir une assise populaire à travers
la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe. S'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays des royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25. Voilà. Et vous vous rappelez la sortie il y a moins d'une semaine? Et qu'est-ce qu'il en est? Le report. Où en sommes-nous? Voilà. Mais entre-temps, il avait adouci ses positions quand les perspectives pouvant conduire au troisième mandat se sont évanouies à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays de l'Alliance des États du Sahel savent quelles sont leurs priorités et c'est des priorités pour les biens de leur peuple sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de profiter de l'adhésion des peuples. Voilà ce que je peux vous répondre par rapport à cette libre circulation des personnes et des biens, par rapport au caractère économique et politique. Monsieur le Président, enfin sur le sujet de la CEDEAO, maintenant que nous avons quitté cette organisation, quelles perspectives s'offrent vraiment à nous? Mais nos perspectives ne peuvent être que meilleures. Qu'aurions-nous gagné en restant dans la CEDEAO? J'ai fait le rappel. Les causes profondes inavouées qui ont conduit nos États dans la situation où nous nous sommes retrouvés, avec un terrorisme activé, d'abord importé, activé et manipulant et manipulé. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes, que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes et que ce soit les États terroristes qui veulent, comme je viens de le dire, atteindre des objectifs multiples à travers ce qu'ils ont fait au pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons
une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point serait, et nous sommes là-dessus, la bonne gouvernance. À travers tous les États, vous avez constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'Alliance des États du Sahel profiteront au peuple des États de l'Alliance du Sahel. C'est un serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali également, c'est physique et c'est réel. Après cette prospérité économique, nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance, que ce soit des échanges monétaires et tout autre type d'échange pour que cette zone de l'alliance des États du Sahel soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. C'est des étapes qui conduiront à une véritable intégration politique débarrassée de toute menace d'un État envers un autre. Voilà en quelques mots ce que nous pensons mettre en place pour pallier notre sortie de la CEDEAO est dramatique ou chaotique. Il n'y aura pas de chaos. Les pays de l'Alliance du Sahel seront prospères, Inch'Allah. Et ceci est inévitable. Monsieur le Président, après la CEDEAO, les Nigériens s'interrogent de plus en plus sur l'intérêt de notre maintien au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, organisation qui a durement sanctionné nos États. Allons-nous bientôt sortir de cette organisation également? Allons-nous enfin avoir notre propre monnaie qui est tant attendue par nos peuples, Monsieur le Président? Chaque chose a son temps. Je l'ai dit, nos États auraient dû sortir